sur les ondes de RTCI, c'est le moment d'Écosphère. Et là, évidemment, nous allons plonger dans l'économie après avoir plongé dans le cinéma. Mais il se trouve que notre invité aujourd'hui est un cinéphile averti, qui adore le cinéma et qui adore également l'IA. C'est le professeur Mohamed Louedi. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, si Mohamed, pour ne pas tomber dans le piège de la prononciation, comment dit-on IA? IA. Là, voilà, j'ai prononcé correctement apparemment. Oui, hein, oui. Parce que, voilà, il n'y a pas que ça, malheureusement. Il y a aussi, au lieu de dire giga, on dit giga. Oui. J'ai écouté aussi quelques intervenants, des fois même des animateurs de radio, de télévision, qui parlent de vidéo au lieu de vidéo. Oui. Digital, c'est plutôt digital. Et matériel informatique. Matériel. Métaverse. Métaverse aussi. Alors que c'est métavers, comme univers, c'est pas univers. Oui. Et le problème, c'est qu'il semblerait qu'il y en ait certains qui soient coincés entre deux cultures ou deux langues. IA, c'est en français, AI, c'est en anglais. Et quand on dit AI, on ne sait plus ce que c'est. Oui. Quand on dit giga, là je l'ai entendu, c'est des annonces publicitaires d'opérateurs téléphoniques qui sont en train de parler comme ça. Oui. Alors, je pense que celui ou celle qui dit giga pense que c'est quelque chose comme méga, mais un peu plus fort. Donc méga, giga, je pense qu'il y a une confusion là. Digital, je ne sais pas d'où ça vient. Métaverse, je crois que c'est un peu... Et vidéo. Ou vidéo. Vidéo avec un J. Ou vidéo. Et je pense que... et là, c'est une remarque d'un ami qui avait faite hier, et je pense que c'est un peu véridique. C'est que les gens, maintenant, ont tendance à éviter le A et le I, et de se contenter de la moyenne des deux, qui est le E ou le E. Donc, c'est vidéo, ça devient vidéo. Et ce qui est grave, c'est que ça tend à devenir la majorité. C'est comme IA. Il est rare maintenant que j'entende des gens qui le disent correctement. Et c'est dérangeant. Surtout que maintenant, c'est devenu tendance de dire AI en bout de phrases. Et ce qui est dérangeant, c'est que nous sommes en train de parler d'une technologie très avancée, et qui est spécialisé, surtout l'IA générative, qui est spécialisée dans le langage, parce que ce sont de grands modèles de langage, comme on les appelle en anglais, Large Language Models. Donc, c'est des modèles de langage, et si nous faisons défaut dans le langage, c'est l'IA qui va vraiment nous coiffer au poteau. Oui. Nous battons justement sur notre terrain propre, parce que le langage, c'est le propre de l'homme. Si l'homme est en train de perdre son propre au profit de la technologie, il y a de quoi s'inquiéter. Mohamed, vous dites également qu'il ne faut pas s'étonner que nous soyons classés 85e en IA en 2025, alors que nous étions 71e en 2024 et même 56e en 2023. Par contre, vous avez été agréablement surpris par le fait qu'un enfant de 8 ans sait dire correctement IA, et vous concluez que la génération alpha sera peut-être différente. Oui, je le pense. Ça, c'était la très grande surprise, très agréable d'ailleurs, ça m'avait scotché. J'étais au milieu d'une conférence, je parlais, j'étais dans ma verve emporté par le discours, et tout d'un coup, il y a cet enfant de 8 ans, Amine, pour ne pas le nommer, que je resalue, et Yasmine aussi. En fait, c'était 3 ou 4 élèves de 8 ans et de 9 ans qui m'avaient époustouflé hier. Par leurs remarques, il y en a une qui connaissait Demis Sabes, qui était le détenteur du prix Nobel de 2024 en chimie, mais un détour pour ne pas dire qu'il l'avait obtenu pour ses efforts en IA, pour trouver des protéines et probablement le remède de maladies comme le diabète et le cancer dans les 10 ans qu'il dit. Elle le connaissait, elle me dit je connais Demis, elle s'était coincée un peu sur le nom, et je sais que mes étudiants qui sont en master M1 et M2 sont pas nombreux à le connaître. Lui m'avait dit IA comme ça, et puis il m'avait posé une question sur ChatGPT, s'il n'avait pas été développé par une femme, ce qui est au fond vrai. Et j'étais étonné qu'ils me disent IA, je m'attendais à ce que quelqu'un me dise AI encore une fois.
Et là, j'étais admiratif qu'un enfant de 8 ans... Alors, je lui dis, les gens disent IA, il ne savait même pas de quoi je parlais. Il m'a dit non, c'est IA. Et il a répété plusieurs fois et j'étais rassuré. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un effet générationnel. Pour la génération alpha, dont j'avais 3 dignes représentants au moins hier devant moi, étaient versés dans l'IA. Et il y en a même qui avait sa tablette et qu'elle manipulait cela comme si c'était un petit jeu d'enfant. Oui. Mohamed lui dit, depuis l'avènement de l'IA générative, qui est capable de créer des textes, des images, de la musique et même des codes, Oui. et il y a une sorte de tension permanente entre intelligence et vérité. Êtes-vous d'accord sur ce constat? Oui, j'ai remarqué qu'en fait, il y a de plus en plus d'intelligence, entre guillemets. Nous la définirons plus tard si cela est nécessaire. Dans les poches de chacun, il y a un téléphone. Dans le téléphone, il y a un accès à une de ces LLM. L'IA générative, à laquelle nous pouvons poser n'importe quelle question et même nous pouvons même les pousser à réfléchir ou à penser autour d'un thème que nous aurons choisi. Et donc l'intelligence est en train de venir à profusion comparée aux autres ères ou siècles. Et par contre, la vérité se fait de plus en plus rare. Alors je peux très bien imaginer une courbe dans laquelle nous voyons chuter la vérité et entre-temps, c'est l'intelligence qui est en train d'augmenter de jour en jour, voire de mois en mois. Alors le problème de l'humanité a toujours été la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons quelque chose comme la science qui est là pour nous aider à trouver ce qui est vrai dans la nature. Il y a 2 manières de trouver la vérité, d'après Ibn Rushd et Al-Ghazali, du moins. La première, c'est la religion, et la deuxième, c'est la science. Le problème, c'est quand il y a conflit entre les deux. Laquelle choisir? La plupart du temps, elles sont en accord sur la plupart des sujets, mais il y a des fois où elles divergent carrément. Et dans ce cas-là, nous ne savons pas à quel sein, je ne sais pas un jeu de mots, à quel sein se vouer. Il y en a qui disent, s'il y a divergence, et Ibn Rushd est un de ceux-là, s'il y a divergence, la priorité est donnée à la science. Al-Ghazali n'est pas du tout d'accord, la priorité devrait être donnée au texte sacré. Le problème avec la religion, ou les religions, c'est qu'il y en a un peu trop. Au dernier recensement, il y avait entre 4000 et 4300 religions, dépendant de comment on définit religion. La chrétienté étant la première, la deuxième étant l'islam, la troisième étant l'hindouisme, et puis il y en a d'autres, on peut tomber jusqu'à 10. Et s'il y a autant de religions, c'est qu'il y a autant de vérités. Et le problème, c'est que parce qu'il y a une multitude de religions, nous sommes toujours un athée pour quelqu'un. Et la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre, donc quelque part nous avons un problème avec la religion. Et nous avons aussi un problème avec la science. La science n'est pas toujours la vérité, et la preuve, c'est que depuis que M. Kurt Gödel nous a sorti ce théorème de complétude, qui dit qu'il y a des vérités qui sont impossibles à prouver. Et donc, il y a des vérités qui sont absolument hors d'atteinte pour l'humain. Et donc, d'un côté ou de l'autre, que la religion de la science, nous avons quelque part un mur qui se dresse devant nous. Survient la technologie, qui est, entre parenthèses, plus vieille que la science. La technologie actuelle, elle accélère certaines choses. Le mensonge a toujours existé. On l'invente, nous ne l'inventons pas, la vérité, nous inventons le mensonge. Il y en a même qui sont passés spécialistes dans la question. Et nous parlons d'invention. D'invention et de création et d'innovation même. Parce que quand nous parlons de IA qui ment, eh ben c'est une IA qui invente. Et l'IA ment de plus en plus et d'une manière de plus en plus convaincante. Alors l'humain a été le premier menteur, évidemment, depuis les débuts des temps. Le mensonge n'est pas nouveau. La recherche de la vérité n'est pas nouvelle, sauf que maintenant, le mensonge est en train de s'accélérer. Nous avons même eu une étude, il n'y a pas longtemps, en 2018, je crois, si je ne me trompe pas, qui a pu déterminer que le mensonge traverse l'Internet ou l'espace 6 fois plus rapidement que la vérité. Et ce n'est pas étonnant, sauf que c'est la première fois que c'est quantifié, mais nous avons été comme ça depuis la savane, où nous donnons plus d'importance à la mauvaise information qu'à la bonne. Nos ancêtres, lors de la savane, étaient plus sensibles à l'information qui leur révèle la présence d'un tigre quelque part qu'au chant d'un rossignol. L'une est bonne, l'autre est mauvaise, mais nous étions plus sensibles, nos ancêtres étaient plus sensibles à la mauvaise information et cela perdure. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'informations et nous sommes littéralement incapables de savoir laquelle est bonne. Alors nous avons le deep learning au début, puis on a commencé à avoir le deep fake. Et tout d'un coup, on parle de fake news,
expression qui avait été popularisée par monsieur Donald Trump lors de son premier mandat. C'est lui qui a commencé à parler de fake news. Mais lui qui profère le plus grand mensonge. Ben oui, mais le plus grand nombre de mensonges. il a donné une autre définition de fake news. Fake news, c'est une news qui ne plaît pas à Donald Trump, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle est fausse. Mais nous, êtres humains, sommes particulièrement sensibles au bon, au beau et au juste. Et maintenant, au correct. C'est pas le bon, la brute et le truand. Non, le bon, la brute, le truand, en fait, c'est exactement la même expression, en fait. C'est le bon, la brute, le truand. C'est la même chose. Hein. Oui, c'est la même. Mais, la précédence est donnée au bon, au beau et juste. C'est l'expression que je crois nous pouvons trouver dans la Bible. Alors, mais nous associons, pour nous, les trois termes, bon, beau, juste, correct, vérifiable, se trouvent dans la même région nomologique, scientifique. Ce sont des termes qui sont des cousins. Et nous sommes particulièrement donc sensibles à cela, quoique nous prêtions plus attention à la fausse information, mais nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Pourquoi c'est dû, Mohamed Louedil? Pourquoi cette fixation, ou bien ce choix, disons, Pour la recherche de la vérité? Pour le fait d'opter plus vers ce qui est mensonger, Nous ne préférons pas le mensonge, mais nous sommes plus sensibles, plus sensibles. Oui, c'est ça. Peut-être j'ai mal choisi. Mais nous préférons la vérité. Mais certainement. Et nous avons une réaction bizarre à ce qui est faux et mensonger. Alors je vous donne des exemples, et tout récent d'ailleurs, en juillet, août, si je m'abuse. Il y a eu cette histoire de Jessica qui aurait été avalée par, alors on ne sait plus, une baleine, une orque, une sardine. Et l'information s'est répandue comme traînée de poudre sur Internet. Tout le monde répétait cette histoire de Jessica, qui dans certaines versions a été avalée par une petite baleine, dans d'autres versions par un orque, une troisième par un dauphin. Et dépendant des vidéos que nous regardions, Jessica était du type asiatique, elle était blonde, elle était... alors nous savions, et c'était clair que c'était pas de la... que Jessica n'existait pas. Elle avait existé auparavant en 2009, mais nous ne comprenons pas pourquoi l'information de 2009, qui était un fait réel, était recyclée en 2025, et les gens suivaient cette information, et il était clair que l'information était caduque, qu'elle était fausse, et pourtant les gens la relayaient. Dans le panneau. La relayaient de raison en raison, la partageaient. Ils ne même pas tombé puisqu'ils l'ont relayé. Il l'a relayé, oui, il l'a relayé. C'est ça le risque, Mohamed Louedil, c'est le fait de ne pas se limiter uniquement à consommer cette image ou cette vidéo, mais vraiment de la transférer à grande échelle. Exactement. Auparavant, il y avait cette femme médecin à qui on avait fait proférer un certain message qui était clairement erroné. C'était même pas sa voix, mais à l'époque la technologie n'était pas au point. Et puis étaient sorties deux vidéos, une de Madame la chef du gouvernement, une autre de Monsieur Fadel Abdelkefi, qui nous poussait à investir dans un certain type d'action. Évidemment, les deux vidéos ont disparu, parce que les personnes concernées s'étaient plaintes. Mais pendant 2-3 jours, nous nous demandions comment se faisait-il que ces deux personnages se mettaient soudain à parler un anglais parfait. Et à nous, bon, Sifad Abdelkefi est quelque part dans la finance, mais pour Madame la chef de gouvernement, on se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait, elle nous donnait des conseils sur les investissements ou sur des actions. Plus tard, plus récemment encore, et tout d'un coup, nous voyons M. Julio Iglesias qui nous chante une chanson qui s'appelle Ma Palestine. Ah, la Palestine, oui. Mais très belle chanson. Et alors, oui. Il n'a jamais fait, en fait. Très crédible. Il est espagnol, l'Espagne est pro-Palestine. Oui. Julio Iglesias, il chante comme ça, c'est sa voix. Et personne ne sait si en effet il l'avait chanté. Alors il y a deux camps tout d'un coup, ceux qui disent qu'il l'avait chanté, ceux qui disent qu'il n'avait pas chanté, avec des arguments égaux. Alors ceux qui disent que oui, il l'avait chanté, ils prétendent que pourquoi est-ce que lui-même n'avait jamais dit non, je l'ai jamais chanté. Ce qui est effectivement vrai. D'un autre côté, on se dit c'est une chanson qui est chantée, nous n'avons aucune autre source qui confirme le fait. Et donc nous restons dans l'incertitude. Et nous retrouvons encore dans le théorème de Gödel qui a dit qu'il y a des vérités qui sont impossibles à vérifier, à prouver. Et même des mensonges qui sont impossibles à prouver ou à vérifier. Et c'est le dilemme moi étant universitaire, scientifique du moins je l'espère, je suis à la recherche de la vérité. Parce que l'université, n'en déplaise à M. J.D. Vance, est le dernier temple de la vérité. Nous sommes là pour
répondre à certaines questions via la C'est recherche le ou autre dernier, chose. Mohamed. Pour moi, c'est le dernier. Je n'en vois pas d'autre. Et si à l'université, nous commençons aussi à douter de notre science et de notre prononciation et de notre façon de voir et de dire les choses, et là, il y a lieu de s'inquiéter et je m'inquiète. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon dada actuel, c'est justement ce genre de questions qui frôlent la philosophie, du moins l'épistémologie. Quelle est la nature de la vérité, comment l'obtenir et comment se fait-il que nous ayons un si bel outil, l'IA est un très bel outil avec des promesses inqualifiables, puisse nous jouer ce tour-là. Et a-t-il espoir pour qu'un jour ce phénomène que nous appelons hallucination ou confabulation s'en aille? Alors il y a de l'espoir, du moins exprimé par certaines publications des équipes d'OpenAI, qui ont compris pourquoi l'IA hallucine, pourquoi l'IA ment, et peut-être que les LLM que nous sommes en train d'utiliser un jour arrêteront de mentir, mais d'un autre côté, nous voyons ces vidéos qui sont en train de se profiler, et je me suis amusé moi-même à utiliser ces programmes. Alors ce qui se passe, c'est que nous allons chercher une image, ou alors que nous lui donnions une image ou une photo, et on demande à un programme, gratuitement d'ailleurs, de l'animer, d'en faire une vidéo. Et je l'ai fait moi-même, sur moi-même. J'ai pris une photo de moi une fois dans un amphithéâtre à une école de Tunis. J'étais figé et j'ai donné ça au programme. Je lui ai dit, fais-moi marcher. Et il t'a fait marcher. Il m'a fait marcher, mais ce qui m'avait choqué, c'est que quand je marchais, je venais du fond de la pièce vers la caméra supposée, qui n'existe évidemment pas, et qu'après j'ai tourné un quart de tour, et je me suis rendu compte d'un détail, que ma poche revolver de l'arrière était un peu bombée. Ce qu'elle est toujours, c'est parce que c'est là que je mets mon portefeuille. Comment diable a-t-il pu déduire cela? Et là, quand on se dit, bon, il y avait des défauts, évidemment. Il y avait des étudiants qui étaient mal dessinés, etc. Mais je lui donne quelques mois, peut-être quelques semaines pour corriger tout ça. Pour corriger cela. Et ce genre de technologie est maintenant à la portée de tout le monde. Nous pouvons créer des personnages, faire dire aux personnages ce qu'on veut. D'ailleurs, ça a été fait dernièrement, parce que par un Premier ministre dans un pays européen, j'ai oublié le nom, qui avait en fait dire à son opposant, à son adversaire, des choses qu'il n'a jamais dites. À 2 jours avant les élections, parce que l'adversaire n'a jamais... Le Premier ministre de la Hongrie, voilà. La Hongrie. À 2 jours. C'est-à-dire que le pauvre, l'autre, n'avait même pas le temps de se retourner et de démentir. Il lui a fait dire des messages, des choix, genre sur, je crois, l'avortement, ou sur des questions de ce genre-là, sur l'immigration. Les voix allaient porter et qui... Tout à fait. Alors évidemment, on ne peut pas dire, nous ne pouvons pas dire que ça n'a pas eu un effet direct sur le résultat des élections. Et donc vous comprendrez bien que les adversaires dans l'avenir vont se prémunir et peut-être utiliser la même technologie pour arriver au même but. Mohamed Loued est notre invité aujourd'hui, professeur universitaire. On parle de paradoxe entre la disponibilité soudaine de l'intelligence et la rareté accrue de la vérité. Alors, la quête de la vérité est perçue comme une quête intrinsèquement liée à la recherche de la connaissance. Mais cette dernière, bien que nécessaire, est-elle toujours équivalente à la vérité? Laquelle? Qu'est-ce qui est... J'ai raté le dernier. La quête de la vérité est perçue comme une quête intrinsèquement liée à la recherche de la connaissance. Est-ce que la connaissance, bien que nécessaire, est toujours équivalente à la vérité? Est-ce que la connaissance toujours équivalente à la vérité? Oui, la connaissance, du moins nous prétendons, c'est la vérité actuelle, la somme totale telle que reçue aujourd'hui. Il y a des connaissances qui sont douteuses, parce qu'à vérifiables. La science et les théories doivent être réfutables. Leur rôle... Réfutable, oui. non irréfutable. Non, réfutable. La théorie doit être réfutable. Falsifiable. C'est-à-dire que une théorie n'est une théorie si elle nous permet de la dénoncer. C'est pour ça que l'évolution de la connaissance, c'est avoir une thèse, une théorie actuelle, la théorie qu'on appelle en allemand le Zeitgeist, c'est la croyance actuelle. Le Zeitgeist, c'est actuel. Oui. Le temps. Alors le Zeitgeist, c'est la somme de connaissances actuelles, appelées à être vérifiées.
par une antithèse. Donc nous avons la thèse, l'antithèse, de là ressort une synthèse, qui devient la thèse actuelle. C'est le Zeitgeist. Et nous avons une nouvelle thèse maintenant, qui appelle une antithèse, qui appellera une synthèse. Et l'évolution de la connaissance poursuit ce chemin-là. Et donc ce que nous savons maintenant, c'est le savoir actuel qui est appelé à changer un jour. Et la connaissance donc change. La vérité, elle, ne change pas parce que la connaissance, c'est la recherche de la vérité ultime qui est en bout de chemin une fois que nous en aurons fini avec la thèse, La vérité ne change pas, en fait. La vérité, elle est là au bout du chemin. Et c'est elle que nous sommes en train de chercher par nos théories et par nos thèses et synthèses et antithèses. Alors, thèse, antithèse, synthèse, et le cycle continue vers l'infini, et c'est là que la vérité nous attend. Et donc, nous serons prétentieux de dire que nous savons quelque chose. Nous ne savons rien. Et plus nous savons, plus nous savons et plus nous découvrons combien nous ne savons pas. Je vous rappellerai peut-être la très belle chanson de Jean Gabin, Je ne sais que je ne sais pas, qui l'illustre très bien. Je sais, finalement, je ne sais pas. Oui. Il dit ça à 60 coups de l'horloge, 60 ans. Si quelqu'un de 60 ans vous dit cela, après 60 ans, c'est qu'il est arrivé à la conclusion incertaine que tout est incertain. Et nous devons être modestes face à la vérité. Quand nous sommes en classe, nous ne sommes pas les derniers détenteurs du savoir, mais nous avons un bien meilleur moyen d'atteindre le savoir que l'étudiant qui est en face de nous. Et donc nous ne donnons pas le savoir à l'étudiant, nous lui montrons le moyen d'arriver à un savoir, ou à un autre savoir. Et une façon de le faire, c'est toujours jouer l'avocat du diable et de donner un autre moyen de penser et de voir les choses. Ne disons pas non, ce que tu sais c'est faux. Nous disons peut-être ce que tu sais est vrai, mais voilà un autre moyen de percevoir les choses, et à toi de choisir après, parce que finalement je compte sur ton cerveau pour savoir lequel des deux est vrai. N'utilise pas le mien. Et moi je ne détiens pas la vérité. Non. Toi non plus. Je me rappelle une fois que M. King, mon superviseur de thèse, il m'a dit « Mais pourquoi tu dis ça dans ma thèse ?» Il m'a dit « Mais monsieur, je vous cite là. » Ah. Il m'a dit « Oui, mais ça c'est 1979. Nous sommes en 91. Et je compte sur toi pour m'apporter quelque chose de nouveau. Pas pour que tu me cites ad infinitum. » Alors qu'est-ce donc que ce qui était valable en 79 risque de ne plus l'être en partie, peut-être. Oui. Il venait de renier sa propre publication. C'est pas le genre de personne qui dire il est vrai que, ou nous savons tous que, ou les gens disent... C'est beaucoup de modestie et d'humilité de la part de votre encadrant. Le jour de ma thèse, je n'ai pu répondre à aucune question du jury. Ah bon? J'en avais les larmes aux yeux. Et après, ils sont sortis. Aucune question. Ah, ça doit être éprouvant. Et puis après, ils sont sortis après 2 heures de torture. Ils m'ont laissé seul dans la salle. Et comme un enfant, j'ai ramassé mes affaires. Je suis allé chercher maman, lui, mon tuteur. Je suis entré dans son bureau. Il m'a embrassé, il m'a enlacé. Il m'a dit, Dr. King, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il m'a dit, il ne s'est rien passé. Maintenant, tu es un PhD. Et surtout pas la forte tête, nous avons prouvé que tu ne sais rien. Maintenant, tu vas sortir et chercher le savoir. Mais tu ne sais rien. Ça, et c'était le secret le mieux gardé, c'est la première fois que je le révèle. Il m'a dit, c'est le secret le mieux gardé de l'université de Pittsburgh, ne le dis pas au prochain candidat. C'est toujours comme ça. Cette épreuve aujourd'hui, c'est pas pour te montrer que tu sais des réponses, c'est pour te montrer que tu ne connais pas de réponses. Et là, tu es un... Franchement, c'est génial. Oui. Et à partir de là, je dirais jamais... Tu t'en inspires, je pense. Non, mais je ne recommencerai jamais une phrase comme pour dire « tout le monde sait que », ou « nous savons tous que », ou « il est vrai que ». Ça, c'est ta prétention. Oui. Parce que là, c'est ce qu'on appelle... on vous force à croire quelque chose. Ça a même un nom, c'est l'argumentum ad vivendum, c'est l'argument de l'autorité. On a dit que, alors il t'impose une majorité, tout le monde sait. Tout le monde sait. Et là, c'est une majorité qui croit, qui es-tu pour ne pas savoir? Alors, j'essaie d'apprendre à mes étudiants, jamais commencer une phrase comme ça. Il est vrai que, qu'en sais-tu?
Il y a des vérités comme Gödel, que je pense est un génie, parce que si on voit, elle est sur Internet, la démonstration. Elle est absolument géniale. Comment il est arrivé à dire cela? Avant lui, il y avait un grec, bon c'est douteux, on appelle ça le paradoxe du Crétois. Le paradoxe du Crétois. Oui, alors la Crète. le Crétois, il a dit un jour quelque chose. Un Crétois, il a dit que tous les Crétois mentaient. Alors, vu que lui était crétois, et qu'il a dit que tous les crétois mentaient, c'est qu'il doit mentir. Oui. Et donc, s'il a dit quelque chose et qu'il ment, ce qu'il ment n'est pas vrai. Et un autre paradoxe, ça, c'est les limites de la science. Hein. Quelqu'un a dit, il y a un barbier qui ne rase que ceux qui ne peuvent pas se raser la barbe. C'est très bien, il y a des gens qui peuvent se raser la barbe, il y a des gens qui ne peuvent pas se raser la barbe. Lui, il rase les deuxièmes. Jusqu'au jour où quelqu'un est venu, il s'appelle Russell, un philosophe bien connu, il a dit, et lui, est-ce qu'il se rase? Alors lui, étant barbier, s'il se rase, c'est qu'il ne peut pas se raser, puisque lui, il ne rase que ceux qui ne se rasent pas. Et s'il ne se rase pas, et donc il ne peut pas se raser, puisqu'il ne rase pas, pourtant, lui, il ne se rase pas, il serait parmi ceux que lui, normalement, raserait. Et ça, c'est les limites de la science. C'est qu'il y a des vérités de ce genre-là, des paradoxes qui sont... Alors, quelqu'un, il a plaisanté, il a dit, bah, ce barbier doit bien être dans un village. On dit, ben, on va bombarder le village et le problème est résolu. C'est ce qu'on appelle les solutions brute force. Et ça, c'est les limites de la science. Et donc, même ce que tu sais même pas. Pour le moment, c'est le zeitgeist. Pour le moment, c'est le savoir actuel, c'est le savoir officiel. Mais avec le temps, il y a bien une époque où les gens croyaient que la Terre était le centre de l'univers. Oui. Et ils étaient convaincus de cela. Il y a bien une époque où les gens croyaient que la Terre était plate. Et ça, c'était la théorie du moment. Après, évidemment, les choses ont changé. Les gens croyaient que le Soleil tournait autour de la Terre, que la Lune, etc. Maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. Et puis, nous nous sommes rendus compte aussi que tout ce bon monde est en train de bouger. Que ça tourne autour de tout le monde tourne autour de tout le monde, et que tout cela, en fait, la planète dans laquelle nous sommes est en train de bouger à une vitesse incroyable. Nous ne le sentons pas, nous croyons que tout est immobile, mais pourtant tout tourne autour, tout ce qui tourne et tout ce qui tourne et tourne autour de quelque chose qui tourne. Et on est en train de le chercher, quelque chose qui peut-être ne tourne pas, mais à notre connaissance actuelle de la galaxie et de l'univers, quelque chose que peut-être l'IA actuelle nous aidera à comprendre notre univers et l'origine de l'univers. Il y a des chances, il y a des espoirs, mais l'univers, il tourne autour de quoi pour aller où? Finalement, la destination finale, elle est où? Y en a-t-il une? Déjà, est-ce qu'il y en a ou pas hein? Bah, si on en croit les religions, il y a des religions qui disent Mustaqarra al-Akhir, etc. Donc, mais la religion est muette pour le moment là-dessus. Et personne ne peut dire non, je sais. Ou il est vrai que, où les scientifiques disent, ou l'ulama qalou, on entend souvent ça, mais les ulama qalou, chez les ulama, ils ne savent que ce qu'ils savent. Ce n'est pas des prophètes, les ulama. Et les ulama, leur tâche d'un bon savant, c'est de douter de tout, d'où la réfutabilité de la théorie, c'est de douter de tout. C'est ce qui nous aidera dans le monde de l'IA, où tout le monde mentira. Dis-moi, Simon, dites-moi, est-ce que vous pouvez imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, un monde où personne ne ment? C'est quelque chose qui est très difficile à imaginer. C'est difficile. Nous sommes tellement habitués au subterfuge, au faux-semblant, au mensonge, et nous sommes en train de chercher la vérité, même s'il est impossible de la trouver. Ou alors, comment expliquer ces gens qui vont voir des sorciers, ou des diseurs de bonne aventure, ou des gitans? Et nous avons tout plein en Tunisie. Paraît-il, il y avait une émission il n'y a pas longtemps à la radio ou à la télé, qui parlait de ça, et qui avait un public qui écoutait. L'autre fois, il y avait un diseur de bonne aventure tunisien, j'ai oublié qui c'était. Lors de sa mort, c'est passé aux nouvelles à la radio. C'était un phénomène. On ne parle pas quand un scientifique meurt, c'est à peine. Mais quand un diseur de bonne aventure meurt, alors c'est que la société est en danger. Et la recherche est en danger, la science est en danger. Et si nous écoutons J.D. Vance, la raison pour laquelle je l'avais mentionné tout à l'heure, qui s'attaque à l'université à 2 reprises, et vous savez tous ce qui est arrivé aux États-Unis, aux universités comme Columbia, MIT, Harvard ou Stanford, et que le gouvernement s'est mis à s'immiscer même dans les programmes qui étaient livrés dans les salles. C'est que la science est en danger. Et nous sommes maintenant dans une situation où la science ou la vérité, c'est celle du plus fort.
Et si l'administration Trump est en train d'entrer dans les murs des universités et dire ce qu'ils racontent, ce qu'ils veulent dire, entre parenthèses sur l'histoire de la Palestine, par exemple, ils vont leur donner leur narratif, et ça sera la vérité du vainqueur, plutôt que la vérité absolue dont nous sommes en train de parler ce soir. Et alors, vous me tendez la perche, Mohamed Louedi, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle place désormais l'école face à de nouveaux défis pédagogiques, éthiques et légaux. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense... Nous allons terminer avec ça. J'en pense le plus grand bien. D'ailleurs, j'encourage mes étudiants d'utiliser ça en classe. De vérifier ipso facto tout ce que je dis. Ça me donne plus de crédibilité. Avant, les gens... Vous nous mentez... Je connais Al-Fali. Quoique je bénéficie du syndrome de la blouse blanche. Étant professeur, j'ai une certaine crédibilité. Je n'ai pas la même crédibilité. Plus qu'ailleurs. Dans la rue, les gens ne sachant pas si je suis professeur, ils vont argumenter à tout tournant de phrase. Mais quand on sait que je suis universitaire, ça c'est une autre affaire. Mais j'ai eu, et de plus en plus d'ailleurs, des réactions du genre Monsieur ChatGPT a dit ça. Alors je dis, moi il y a ceci, il me dit ChatGPT a dit ça, en classe, 2 fois. Et en fait, c'était... Il me dit, est-ce que tu es en train de تشاهد علي في أستاذ ChatGPT. J'ai dit, fais voir ce qu'il a dit, ChatGPT. Finalement, le problème de ce cas précis, cette anecdote, n'était pas la réponse de ChatGPT. C'était la question. C'était la question qui était mal posée. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Oui, et donc j'ai dit, pose-lui cette question, tu vas voir que la réponse qu'il va te donner est exactement la mienne. Et une autre fois, un étudiant avait un mauvais devoir, comme ils disent. Il a eu une mauvaise note, 7. Pour eux, ils disent, tu m'as donné 7. Je me dis, non, tu as eu 7, c'est différent. Je donne tu as eu 7. Tu as eu 7. Non, il dit, j'ai eu 16. Il dit, j'ai eu 16, mais tu m'as donné 7. Ça dépend de la note. Hein. Elle est bonne. Je l'ai eu, c'est les mauvaises, tu me l'as donné. Il dit, tu m'as donné 7. Je lui dis, tu as eu 7. Il m'a dit, pourquoi j'ai 7? Je lui dis, regarde, les références déjà, c'est la moitié de la note. Si tu ne sais pas citer tes références. Il m'a dit, mais je l'ai eu de ChatGPT. Il me dit, alors... Pour lui, c'était un argument. C'est ChatGPT qui a eu 7. C'est ChatGPT, alors c'est lui qui doit avoir cette... Tu es le porteur du message, c'est toi on va te tirer dessus. Et je t'ai dit qu'il ne faut pas le croire. Les références qu'il t'a données n'existent pas. Carrément. Bah oui. Il dit, tu as à vérifier, est-ce que tu es allé voir le lien qu'il t'a donné? Alors, c'est ça l'hallucination. C'est que d'une main, un certain aplomb incroyable, il donne des références et une assurance qui te pousse à le croire. Il donne des références. Un tel a dit, une telle a dit, ceci est une référence qui est citée par un tel et tel. Tu vas chercher la référence et rentre dans la référence. Or qu'il ment. C'est la moindre des exercices, de toute façon. Hein. Dorénavant, c'est le conseil que je donne. Ne croyez pas à ces machines. Jamais. À moins que vous sachiez de quoi vous parlez, vous avez le moyen de vérifier. Mais du moins, vérifiez tout ce qu'ils disent. Ce qui est mieux, c'est de prendre la réponse d'une LLM et la donner à l'autre. Ras-bras, comme on dit. Ça, c'est pour croiser... Ras-bras. Moi, j'en ai 7 qui sont tout le temps. Perplexity, Claude, Copilot, Gemini, ChatGPT, ils sont tous là. Et puis, chaque fois que j'ai une réponse un peu douteuse, je la balance à l'autre. Je dis, moi, je prétends que c'est ça. Hein. C'est intelligent, ça. Moi, je trouve. Et après, et même là, on n'est pas sorti d'affaire. Critical thinking, c'est la voie à suivre. La pensée critique et le doute de tout ce qu'on nous donne. Alors, pour conclure, professeur Mohamed Louedi, vous encouragez parfaitement l'utilisation de ces outils. Oui, absolument. Et très tôt, puisque vous avez donné l'exemple des jeunes de 8 ans, des enfants, moi je dirais même, de 8 ans, 9 ans, etc. Ça commence, je pense, à cet âge-là. Ça doit commencer à cet âge-là. C'est toujours une affaire de génération. C'est pas à nous de changer, le changement va venir avec eux, automatiquement. Nous apprenons, nous devons surfer sur la vague, parce qu'autrement, nous sommes en train de vivre un monde. Alors, nous sommes 85e, peut-être qu'il faut un effort là, parce que le monde autour de nous est obnubilé par l'IA. Regardez les financements faramineux, paranoïques qui sont en train de faire. Dernièrement, Larry Ellison, l'un des gens les plus... Il a conclu un contrat avec Sam Altman, je crois, de 70 milliards de dollars pour mettre sur place des centres de données de je ne sais plus combien d'hectares, presque une ville, pour des serveurs. Et donc, il faudra peut-être nous réveiller. Nous avons de très bons ingénieurs, de très bonnes écoles. Il n'y a pas une chose qui existe
dans l'intelligence artificielle sur la place mondiale qui ne soit pas enseignée en Tunisie, mais il y a quelque chose qu'il faut faire, du moins une vision globale au niveau le plus haut concernant l'intelligence artificielle et la direction que la Tunisie doit prendre. Hamd Louedi, cher professeur, merci beaucoup pour toutes ces informations, ce bel entretien que vous retrouvez dans notre page Facebook. Et puis, je vous dis à très bientôt avec un petit cadeau de Huwaïda. C'est Je sais de Jean Gabin. Et moi, je vous offre également, là, vous écouterez ça dans votre voiture Titanic à See No Reason, parce que c'est 8 minutes. Mais 8 minutes de bonheur, mais ce sera lorsque vous rejoindrez votre véhicule. Encore une fois, Mohamed Louedi, merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt sur nos ondes. Jean Gabin, Je sais. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais